Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster d'efficacité. Je suis heureux d'être avec vous pour cet épisode bonus, un épisode un peu particulier cette semaine, puisque cet épisode est dédié à l'animation du Podcaston à laquelle Booster d'efficacité, donc ce podcast s'est inscrit. Et aujourd'hui, je vais recevoir un conférencier et coach de dirigeants, Éric Chabot, qui va nous parler dans un deuxième temps de l'association qu'il a lancée, qui est les Coaching de Cœur. Bonjour Éric, comment vas-tu ? Salut Fabien, ça va super, merci pour ton invitation. Écoute, c'est un grand plaisir pour moi que de t'accueillir là et plus particulièrement pour cette association que j'ai découverte il y a quelques années et dont le but est de faire découvrir à mon audience aujourd'hui. Éric, est-ce que tu veux bien pour démarrer bien vouloir te présenter sur qui tu es et ce que tu fais au jour d'aujourd'hui ? Ouais, t'en as dit pas mal en fait, je partage mon temps entre différentes activités. Donc celle de la présidence des coachings du cœur, mais ça on va en parler dans quelques instants. Le métier qui me fait vivre, c'est celui de conférencier sur une thématique qui me tient à cœur, qui est celle de la confiance. Et quand on parle de confiance, on peut aller très très loin. Ça va être la confiance qui va être au cœur de la performance de l'entreprise. Tu parles beaucoup de productivité, mais évidemment que la confiance est au cœur de la productivité et de la performance. Elle est au cœur du management. Je parle beaucoup d'innovation managériale. Tu sais que le management, en fait, est une création de l'homme. Oui. Et en tant que création de l'homme, elle doit être amenée à évoluer avec son temps. Et le management est une des créations de l'homme qui a le moins évolué depuis 100 ans. Et donc j'en parle beaucoup dans mes conférences. Comment faire évoluer le management et comment le faire évoluer vers plus de confiance. Comment mettre plus de confiance dans les gouvernances, plus de confiance dans les organisations, plus de confiance dans les ventes, plus de confiance dans les transformations, et je sais que les organisations se transforment beaucoup en ce moment. Oui. Comment la confiance est au cœur du sens du travail, comment la confiance est au cœur de l'entrepreneuriat. Donc tu vois, j'ai pas fini de donner des conférences. Ouais. J'en ai, il y en a, voilà, j'ai six conférences différentes, qui est en vérité la même conférence, mais avec 60 modules différents, et en fonction des modules, que je choisis en fonction de l'audience et puis de l'objectif en fait du client. Tu vas piocher selon le besoin, le besoin du client, ouais. Exactement. Donc il y a les conférences, je partage mon temps avec mon métier de coach. Donc aujourd'hui, je coach uniquement des dirigeants d'entreprise. Beaucoup évidemment autour de la thématique de la confiance et notre capacité. Les chefs d'entreprise, ils ont cette faculté à réussir bien souvent. Pour ça qu'ils ont les moyens de se faire coacher aussi. Mais ils ont une autre difficulté, c'est celle de s'épanouir. Et réussir sans s'épanouir, c'est peut-être le pire des échecs. Donc, je les amène à concilier les deux. Je partage mon temps dans l'écriture d'un bouquin, évidemment, sur le sujet de la confiance, donc qui sortira, je l'espère, fin juin, si tout se passe bien. Et voilà, plein d'autres choses. J'ai une entreprise qui s'appelle X-Science avec des associés où on développe des assessments. Devine autour de quoi? Alors, j'hésite, mais mon petit doigt me dit que c'est sur la confiance. Voilà, des assessments autour de la confiance. Donc, on a développé un outil qui s'appelle le Star Trust Manager, donc pour aider les organisations, donc à faire une évaluation de la confiance du manager, des équipes. Voilà, donc c'est un point de départ en fait pour commencer à travailler la confiance dans les organisations. Super. Voilà, donc le coach spécialisé et le conférencier spécialisé en confiance, du coup, en France, c'est Éric Chabot, du coup. Ouais, si tu googlises, je pense que c'est moi qui devrais ressortir. Alors, je ferai l'essai après. C'est clair que la confiance, alors, tu l'as dit, on peut la mettre à pas mal de sauces et globalement, la confiance, c'est ce qui, pour moi, qui est un des moteurs pour faire le mieux avancer une organisation ou en tout cas une structure. Il y a une grande différence, c'est très juste. Il y a énormément d'études en fait qui sont sorties sur l'impact de la confiance au niveau des organisations, de la performance, mais aussi de l'épanouissement par le travail. Aujourd'hui, on a un gros décalage entre ce que disent les études et ce que fait le monde de l'entreprise. Donc il y a un gros gap entre les deux. Donc c'est un gap qu'on doit récupérer. Donc à force de conférences, à force d'enseignement, à force d'apprentissage, à force de conviction, eh bien on peut y arriver.
Et Tu du sais, coup, j'ai fait un post il y a la semaine dernière, tout con. Le post, il dit le manque de confiance détruit les gens performants. Il dit juste ça avec une petite image à la con. Le post, il a été vu 1 million de fois en 3 jours, avec ouais. énormément d'interactions. La confiance, c'est ça. Il y a un vrai besoin de confiance aujourd'hui dans notre société, et même au sens global. Il n'y a pas que dans le monde du travail. Le travail, ça a besoin d'autonomie. Enfin, les travailleurs ont besoin d'autonomie. Ils ont besoin de salariés, d'autonomie et de liberté. Mais la société, au sens global, elle a besoin de confiance. La confiance, elle est au cœur du lien social. Si on détruit ce lien social, on détruit la société. Ouais, clairement, ouais. Mais c'est vrai que dans les entreprises, à partir du moment où on a, alors, je dirais, si on se place dans d'autres casquettes, hein, si le manager a pas confiance dans son équipe, bah, il arrivera pas à en tirer le meilleur pour moi. Et de la même manière, si l'équipe elle a pas confiance dans son manager, bah, elle se donnera pas non plus pour avancer pour l'entreprise, quoi. Ah oui, c'est ça. Le collaborateur qui se méfie de son chef, il passera plus de temps à se protéger de lui qu'à faire son travail. Exactement. Et derrière, je dirais, c'est toute la structure et toute la vie de l'entreprise qui en pâtit. C'est quoi les erreurs, je dirais, majeures des managers aujourd'hui par rapport à cet aspect confiance des dirigeants, hein? Il y a deux types d'erreurs. Il y a les erreurs inconscientes et les erreurs conscientes. Les erreurs conscientes, c'est j'utilise la confiance pour manipuler. Et là, on peut rien y faire. C'est une question de fiabilité. La confiance et la fiabilité sont deux choses différentes. La fiabilité, c'est sur les intentions, la confiance, c'est sur les comportements. Donc, on peut pas faire grand-chose contre ce type de manager, à part s'en débarrasser. Oui. Voilà, tout simplement. J'ai réfléchi à la question, mais finalement, il n'y a pas d'autre solution. Bah non, S'il y a pas de lien de confiance et que tu ne peux pas le créer, je pense que oui, il vaut mieux partir. Oui, c'est-à-dire que c'est même pas un lien de confiance, ce sont des gens qui ne sont pas fiables. Donc ils peuvent être extrêmement compétents, mais ils ne sont pas fiables et ils peuvent détruire la productivité, la performance, et puis le moral en fait de leurs collaborateurs. Bref, je pense que tout le monde a connu ce type de manager. Tout à fait. Que j'appelle les managers de l'apocalypse. Et puis t'as ceux qui ont une intention qui est positive, c'est-à-dire t'as ceux qui veulent bien faire, qui veulent emmener leurs équipes, qui veulent les faire progresser, mais finalement ils démontrent des comportements qui sont, au lieu de favoriser la confiance, en fait génèrent plus de méfiance, voire des fois de la défiance, mais pas forcément. C'était pas leur intention. C'est juste en fait ils ont pas appris à manager par la confiance. Il y a pas d'école. J'interviens dans des grandes écoles. On parle pas vraiment encore de la confiance. On est très très loin. Je te dis, il y a un gap entre ce que les études montrent, les études scientifiques montrent, et la réalité du terrain. Et ça commence par l'éducation. Et le problème de la confiance, c'est que la nature est ainsi faite que tu peux pas donner quelque chose que tu possèdes pas. Ce qui fait que si le manager n'a pas suffisamment confiance en lui, ça va être très compliqué pour lui de donner sa confiance à ses collaborateurs, ce qu'on appelle le principe de délégation dans l'entreprise. Ça va être très compliqué pour lui de créer les conditions de la coopération au sein d'un collectif. Et s'il n'a pas suffisamment confiance en lui, ça va être très compliqué pour lui de créer un climat de confiance autour de lui. Et créer un climat de confiance autour de soi, c'est le principe du leadership. Ouais. Un leader, c'est quelqu'un qui sait créer un climat de confiance autour de lui, qui fait que les gens vont le suivre. Donc, en fait, pour revenir au manager, ce sont souvent les peurs du manager qui créent le management par la peur. Parce que la confiance et la peur sont les deux côtés d'une même pièce. Quand je dis les peurs, c'est les doutes, les angoisses, les anxiétés, le stress, enfin... Voilà. Oui, donc tout ce qui peut le toucher négativement et qu'il n'a pas travaillé suffisamment. N'a pas travaillé, ou ça vient en systémique de l'entreprise, de l'organisation. Ça peut venir. Donc, on doit absolument protéger le manager en lui permettant, en l'autorisant à gagner plus en confiance pour qu'il puisse avancer vers le management par la confiance et que ça puisse bénéficier à l'ensemble de l'organisation. C'est vrai, moi je rebondirais sur ce que tu as dit il y a quelques minutes où on nous apprend pas la confiance, mais c'est comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'écoles où on nous apprend pas le management. Typiquement moi dans mon cursus, moi typé ingénieur, cours de management, il y a 25 ans, il y avait pas grand chose quoi. Et tu te retrouves très vite en tant qu'ingénieur sur le monde du travail à animer et encadrer des équipes sans avoir les billes pour pouvoir le faire et sans avoir travaillé toi-même, comme tu le disais, tes peurs, ton manque de confiance ou autre. Et encore, t'es passé par une grande école, mais t'as combien de personnes qui sont devenues managers parce qu'ils étaient performants et sans avoir fait de grandes écoles ou avoir fait une école de management. Donc c'est comme si on te disait du jour au lendemain que Mbappé va prendre la tête de l'équipe de France en tant que coach, sans être formé au coaching.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Le parallèle donc c'est est pas, intéressant. donc voilà, aujourd'hui, on considère que tu peux être manager sous prétexte que t'as des bons résultats, tu peux encadrer ton équipe. Mais ça nécessite des compétences qui sont différentes. Et c'est le gros problème de l'entreprise aujourd'hui. On fait monter les personnes. Euh, c'est une forme de récompense, mais on calcule pas en fait tout ce qu'il y a derrière. Et c'est rarement même une récompense pour le manager. Dans les interventions que je donne donc auprès de ce public-là, je leur dis mais pourquoi vous êtes manager? Pourquoi vous avez voulu devenir manager? Et je parle beaucoup des managers de proximité, c'est-à-dire Ouais. ceux qui deviennent managers à 30, 40 ou 45 ans. Faut être débile pour vouloir être manager de proximité, en fait. T'avais un boulot, t'étais peinard, où t'avais tes objectifs qui étaient définis, et tu y arrivais puisque t'es devenu manager. Donc t'arrivais à atteindre tes objectifs, et puis ton patron te dit, ah, ça serait bien que tu prennes la direction de l'équipe dans laquelle tu étais. Et là, En plus, tu te retrouves avec une responsabilité plus importante, avec un temps de travail qui est plus important, parce qu'il faut que tu sois le premier arrivé au bureau, il faut que tu sois le dernier à partir du bureau, parce que il est dit dans les conventions que tu dois montrer l'exemple. tout à fait. Tu gagnes pas plus. Tu vas pas avoir un salaire qui va être plus important, ou très très peu, mais Très peu, ouais. C'est ce que tu vas, j'ai te, dit. tu vas te prendre les charges de cadre. Donc en fait, c'est pas là-dessus que tu vas gagner. Si ton équipe réussit, eh bien, il va falloir que tu te donnes cette réussite et que tu la partages avec ton équipe qu'avant, c'était toi, c'était ta réussite, c'était tes objectifs. Et donc pourquoi tu es manager? Tu dois partager les résultats positifs avec ton équipe, et si tu as des résultats négatifs, tu dois en assumer la responsabilité. À C'est quoi ça. ça sert de devenir manager en vrai? Pourquoi prendre une charge mentale supplémentaire? C'est ça, une charge mentale supplémentaire, mais t'as même pas idée en plus de la charge mentale des managers d'aujourd'hui par rapport à il y a 100 ans. Je t'ai dit que le management était une création de l'homme qui n'avait pas innové. Mais il y a les travaux du docteur Ouais. Henri Minberg. Minda, ok. Voilà, qui te dit que le manager d'aujourd'hui a 30 fois plus d'événements à traiter par jour qu'il y a 100 ans. 30 fois plus. Mhm. Donc c'est pas rien, il y a une charge mentale qui est hyper importante. Donc donnez-moi une raison de devenir manager. Et Vous alors? voulez trouver du sens au travail? C'est quoi la raison de devenir manager? Et du coup, qu'est-ce que tu as comme bonne réponse en face? J'ai la mienne. Après, Ouais. c'est à chacun de donner la sienne. La mienne n'a pas prétention à vouloir l'imposer aux autres, mais une des raisons pour vouloir devenir manager, c'est la suivante. Est-ce que toi, tu te souviens, par exemple, d'une personne qui t'a tendu la main à un moment donné quand t'as intégré le monde du travail? Quelqu'un qui t'a fait grandir, quelqu'un qui a dit, Fabien, je crois en toi, et je pense que tu peux réussir plus loin que ce que tu penses. Ouais, Est-ce que j'ai deux, ok. trois exemples de personnes comme ça dans mon parcours, ouais. Est-ce que tu peux me donner leur prénom, si tu veux les honorer ici dans ton podcast? Mais bien sûr, je peux citer Hervé, je peux citer Pascal, je peux citer Carole, Ok. voilà. Cédric. Hervé, voilà. Voilà, Donc je peux en citer quelques-uns. J'ai eu la chance sur 20 ans de carrière d'en avoir quelques-uns qui m'ont bien inspiré, bien aidé et aidé à grandir. Ouais. voilà pourquoi on peut devenir manager. Parce qu'un jour, tu auras peut-être un Fabien qui viendra t'honorer dans un podcast en citant ton prénom parce que tu lui as permis de faire grandir. Mmh. Et là, on peut trouver du sens dans ce que l'on fait. C'est ça le véritable sens du manager, c'est d'accompagner, c'est de faire grandir, c'est de tirer vers le haut. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un citera ton prénom dans une formation, dans un podcast, et se souviendra de toi, tu laisseras une trace. C'est pas tes objectifs à la con. Si je te demande, est-ce que t'as atteint ton budget il y a 2 ans? Oui, Est-ce que tu te souviens des chiffres que tu as fait? presque. Presque. Et en vérité, tout le monde s'en fout. Mais oui. Toi, t'es super content, tu touches ta prime, et 2 ans après, tout le monde t'a oublié. Dans 2 ans, tu peux te faire virer, peu importe le travail que t'as fait. Il n'y a plus de méritocratie aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. C'est faux de le penser. C'est très très rare. Donc aujourd'hui, tu ne travailles pas pour tes objectifs, tu le fais pour toi. Ça te permet éventuellement de toucher un peu plus d'argent. Mais il faut que tu trouves le sens ailleurs. Ouais, je suis Et d'accord. Je suis content de t'entendre parce que je dirais tout ça, c'est dans la lignée de ce que moi je peux apporter. Et il y a un paquet des mots que tu as utilisés, c'est ceux que j'ai donnés à des élèves étudiants. J'ai donné un cours de management là, l'année dernière, cette année, à l'Institut Polytechnique Uni-La-Salle d'Amiens, et de travailler la confiance et de faire grandir ses collaborateurs. C'est clairement ce que je leur ai dit sur le boulot, sur le boulot de manager. C'est quoi, Fabien? Faudrait que tu passes à la maison, parce que je suis à Beauvais, je suis pas loin d'Amiens.
Ah bah alors, maintenant que je sais que tu es à Beauvais, oui. Je donnerai pas l'adresse sur le podcast, faut pas Non, abuser non non, plus. on traitera ça à part, avec plaisir, ouais. Mais ouais, clairement parce que en fait, moi ils m'ont sollicité, donc je suis allé donner ces cours et pas mal de questions de ces jeunes managers sur comment on gagne la confiance de l'équipe. Et moi ma première réponse ça a été de leur dire mais il faut déjà leur donner vous votre confiance et d'être là pour eux à chaque instant quoi. Le but c'est pas que comme tu le disais d'être là le matin et le soir par rapport à la convenance de l'entreprise. C'est surtout d'être là quand ils sont embêtés, quand ils sont dans la merde, et de les aider à traiter leurs problèmes et à les faire grandir. Moi, je pars de la théorie de RC et Blanchard sur le management situationnel, avec la partie motivation, enfin l'autonomie qui vient de la motivation et de la compétence, et je dirais aussi des moyens mis en œuvre. Et je les fais travailler là-dessus sur comment faire gagner les gens en motivation, et c'est assez bizarre pour eux parce qu'ils ont l'impression qu'on va motiver uniquement en donnant des primes ou des augmentations salariales. Donc en travaux dirigés, je leur dis vous n'avez zéro thune pour motiver votre équipe et gagner en confiance avec eux. Là encore, la science, elle a montré que c'est pas dans la majorité en fait des boulots qui sont liés à la productivité, c'est pas du tout les incentives, c'est pas parce que tu vas donner de l'argent à quelqu'un que ça va améliorer ce résultat, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse, sauf dans les tâches qui sont répétitives. Toutes les tâches qui nécessitent pas de créativité, et effectivement, il vaut mieux savoir payer la personne et lui mettre un objectif qui va lui permettre d'avoir envie de produire plus vite. Mais sinon, à partir du moment où il faut un minimum de créativité, et Dieu sait que le manager doit avoir de la créativité pour répondre à tous les événements qu'il a à traiter par jour, il peut pas le faire de manière automatique, il est pas à l'usine. Eh bien, pour utiliser cette créativité au service de sa performance et de sa productivité et de celle de ses équipes, il a besoin évidemment d'autonomie, comme tu l'as dit, mais il a besoin de confiance en lui, confiance de son entreprise, confiance de ses équipes. Voilà. Yes. Écoute, un grand merci à toi d'avoir partagé ton expertise sur la confiance et avec des items que les entrepreneurs et managers qui nous écoutent pourront reprendre pour eux. Je voudrais qu'on rebondisse désormais sur le deuxième sujet de ce podcast, les coachings du cœur. Qu'est-ce que c'est, Eric? Alors c'est un projet que j'ai lancé il y a 1 an et demi maintenant. C'est une association, les coachings du cœur, dont la mission est d'accompagner les personnes les plus défavorisées financièrement, les plus démunies financièrement, par le coaching. Comment m'est venue l'idée de cette association? Je donnais une interview pour un journal qui s'appelle Préventica, donc sur la prévention et le bien-être au travail. Et en préparant cette interview, je me suis rendu compte, donc on était en période Covid, faut se remettre 1 an et demi en arrière, que la santé mentale des Français en fait était en forte dégradation depuis les premiers confinements, et ça c'était suivi par un site gouvernemental qui s'appelle Coviprev, qui suivait l'état mental des Français depuis le début de la pandémie. Ouais. On était dans des proportions extrêmement importantes. C'était du 100% d'état anxiogène en plus et du plus 40% d'état dépressif en plus en quelques mois. Et il se trouvait que j'avais accompagné il y a quelques années auparavant un entrepreneur en coaching qui était dans la merde. J'avais été touché par son témoignage sur les réseaux sociaux et je lui ai dit écoute, je t'accompagne quelques séances pour te remettre le pied à l'étrier, te mettre les idées au clair. Il me dit j'ai pas les moyens de te payer. Je lui dis je sais, mais je te fais pas payer. On appelle ça du coaching solidaire. Par contre, je te demande un engagement comme si tu payais quoi. Et il a joué le jeu et c'est quelqu'un que j'avais un peu oublié et la veille de cette interview, comme quoi des fois les choses s'alignent, je reçois un message de lui sur LinkedIn qui me dit Eric, juste un petit message pour te remercier. Je voulais te dire qu'hier j'avais offert un service gratuit dans le cadre de mon entreprise à une personne en pensant à toi. Et là je me suis dit il y a en fait une chaîne solidaire qui s'est faite. Je l'ai accompagné, je l'ai tiré vers le haut par le coaching et lui dans des services qu'il donnait aux personnes, en fait, il avait tendu la main à son tour. Et je me dis, il y a quelque chose à créer ici. Et il se trouve que le marché du coaching, je le connais bien, puisque j'accompagne et je forme des coachs, et je les certifie donc à notre méthode Star Trust sur la confiance.
Et je sais qu'il y a énormément de coachs en France. Le marché du coaching n'est pas un marché d'accompagnement des managers, et c'est un marché de formation. Faut le dire, parce que les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup trop de coachs aujourd'hui sur un marché qui n'est pas mature. Ce qui fait que beaucoup de coachs qui sont compétents, qui ont été formés, qui sont certifiés, finalement n'ont pas suffisamment de clients et ne vivent pas du coaching. Je crois que c'est plus de 50% des coachs qui gagnent moins de 30 000 euros par an en France. Ouais. Et un coach ne gagne rien en France, contrairement aux États-Unis où ça gagne le double. Donc, il y a une grosse population de coachs qui a envie d'aider, qui a envie de contribuer, qui a la main sur le cœur, mais qui a pas suffisamment de travail. Et de l'autre côté, on est dans une population, dans une société où le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter. Une interview sur France Bleu, j'ai choqué le journaliste quand je lui ai dit qu'il y avait plus de pauvres en France aujourd'hui, c'est-à-dire de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté, de personnes qui avaient voté Emmanuel Macron au premier tour des dernières élections. Il y a plus de 10 millions de pauvres et il y a 9,6 millions, je me souviens plus du chiffre exact, de personnes qui ont voté Emmanuel Macron. Donc on vit une triste réalité et je me suis dit, en fait il y a deux populations et une personne qui vit sous le seuil de pauvreté pourrait être aidée par le coaching. Alors le coaching c'est pas de la thérapie, c'est de l'accompagnement. On pourra peut-être détailler pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le coaching après. Mais il y a un vrai rôle du coaching pour aider les personnes en fait à pouvoir y voir plus clair sur leur projet de vie. Donc voilà, donc tout ça en fait, je me suis réveillé le matin avec cette idée-là, tu sais comme le matin des fois on peut être créatif. Je me suis levé, je me suis installé à mon bureau, j'ai fait un petit logo sur Canva, j'ai balancé ça sur les réseaux sociaux, j'ai 50 personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils souhaitaient faire partie de la future la gouvernance de la future association qu'on crée. Donc ça s'est lancé, j'ai pris 10 personnes, on a créé la gouvernance, on a créé les statuts de l'association. On a ensuite investi de l'argent personnellement pour créer la première plateforme de coaching solidaire en France. Donc on a créé une plateforme sur Internet qui permet de réunir les deux populations. On a sécurisé tout le process, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les accompagnements solidaires se font avec un contrat qui est signé, tout est encadré, il y a une traçabilité qui est faite. On fait ça dans les règles de l'art du coaching. Et aujourd'hui l'association, c'est 140 coachs certifiés au sein de la plateforme, tous adhérents de l'association, et on est autour d'une petite dizaine d'accompagnements par mois en coaching bénévole. On est très très loin en fait de ce que l'on pourrait faire, mais ça fait 1 an et demi que l'association est créée et qu'aujourd'hui on a besoin de se faire connaître. Donc c'est pour ça que je te remercie aussi de pouvoir en parler. On a besoin de se faire connaître, on a besoin de toucher les personnes qui pourraient en avoir besoin, puisqu'on a un critère d'éligibilité au coaching solidaire qui est de 1 700 € de revenus nets par personne, revenus nets imposables. Et donc ces gens-là, c'est pas des gens qu'on va trouver sur LinkedIn. Donc il faut qu'on se fasse connaître auprès d'associations qui seraient des associations partenaires, auprès des institutions publiques. Beaucoup plus large. Voilà, donc ça c'est la partie un peu longue, mais petit à petit on y arrive, on en parle et voilà, donc on avance, on fait notre bout de chemin, et en tout cas pour toutes les personnes, même si elles sont pas encore suffisamment nombreuses à mon goût, que l'on aide tous les mois, pour elles c'est déjà ça. Ouais, clairement, ouais. Moi c'est un super projet, donc parmi lesquels j'avais levé la main dès le départ. Tu faisais partie des 50. je dois pas en être loin, ou en tout cas dans les 60 ou 70 premiers, puisque j'irai rechercher dans ma boîte mail. J'irai rechercher dans ma boîte mail et puis après comme je te l'ai dit en amont, je viendrai rejoindre à nouveau l'association dans quelques temps. On pourra en discuter en physique du coup tel qu'on a pu le voir. Et en fait moi je me suis retrouvé dans ces valeurs puisque c'est pareil, mon arrivée dans le monde du coaching, elle s'est faite en 2 temps. La première, c'est que de par mon rôle de manager, j'accompagnais déjà des gens de mes équipes. Bon. Alors après, on pourrait débattre sur le fait de un manager est-il le mieux placé pour coacher ou pas ses équipes. Bon. Et après, je me suis retrouvé aussi à aider et à accompagner des gens hors de mes équipes. Et à un moment donné, moi aussi, j'ai eu besoin de me faire coacher par rapport à des difficultés dans mon job. Et je faisais partie à l'époque d'un grand groupe. Et dans les grands groupes, le coaching, on le réserve à qui? À 2 populations. Voilà. On le réserve à deux
deux grosses familles, oui, les dirigeants ou les cadres à très haut potentiel pour les emmener le plus haut possible, le plus vite possible, ou alors à ceux qui sont en grosse difficulté mais qu'on veut régulier entre guillemets loin de l'entreprise ou loin du service. Donc moi j'étais au milieu parce que j'avais des résultats, j'étais pas mauvais, bon j'avais mes difficultés, mais donc c'était interdit entre guillemets le coaching. Et c'est comme ça après que progressivement moi je suis allé devenir entamer mon cursus pour devenir coach de la même manière que tu as créé ton asso pour pouvoir aussi aider, accompagner mes collègues managers ou chef de pôle ou chef d'agence qui faisait pas partie entre guillemets de la bonne population pour avancer. Donc c'est pour ça que par exemple le discours que tu as eu quand tu as créé les coachings du cœur a très vite résonné en moi parce qu'il y avait un aspect équivalent dans la recherche de l'aide aux personnes. Donc je peux rebondir sur un truc que tu as dit. Bien sûr. Tu l'as posé sous forme de question, tu as dit je sais pas si le manager est le mieux placé pour coacher ses équipes. Oui, tout à fait. J'ai dit on peut lancer le débat là-dessus, ouais. Ouais, juste évidemment, en fait, ça dépend du manager, mais il faut évidemment une des réponses du management par la confiance est d'amener les outils du coaching dans le management. C'est-à-dire, c'est pas de faire des managers des coachs, c'est pas leur boulot. Par contre, il y a énormément d'outils, l'art de la question. Tout à fait. Voilà, l'art d'écouter. Voilà. Ne serait-ce que ces deux outils-là, si on pouvait vraiment les mettre à disposition et les apprendre aux managers pour qu'ils avancent avec quelques outils du coaching, ça ferait énormément de différence. Ouais, clairement. Alors du coup sur les coachings du cœur, donc tu l'as dit, plus de 140 coachs certifiés aujourd'hui, une plateforme lancée, des moyens. Comment les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent aider l'association? Alors on a besoin de 4 profils de personnes. Yeah. Évidemment, les plus importants, ce sont les personnes qui doivent s'autoriser à demander de l'aide et faire appel à un coaching solidaire. C'est pas évident de demander de l'aide. C'est pas la culture de notre société. C'est pour ça que on fait tout en sorte, tout le processus en fait d'inscription pour si vous souhaitez bénéficier d'un coaching solidaire est sécurisé. C'est anonymisé. Ouais. C'est-à-dire que la confidentialité est respectée. Voilà. Donc si vous voulez regarder si vous êtes éligible à un coaching solidaire, vous avez un objectif sur lequel travailler, vous voulez récupérer confiance, vous voulez sortir un petit peu de la situation dans laquelle vous êtes et vous porter vers un objectif, vous allez sur notre site internet www.lescoachingducoeur.com et vous rentrez, vous cliquez sur l'onglet demander à se faire coacher, vous remplissez le dossier et une personne va vous contacter. Et si vous êtes éligible à un coaching solidaire, vous allez pouvoir rentrer dans la bibliothèque des 140 coachs certifiés, validés par l'association. Et c'est vous qui allez le choisir. Voilà. Donc c'est très simple comme démarche si vous souhaitez avoir un coaching solidaire, bénéficier d'un coaching solidaire. Ensuite, on a besoin évidemment de coach du cœur. Donc pour être coach du cœur, c'est la même chose. Vous rendez sur le site www.lescoachingducoeur.com, vous cliquez sur demander à être coach du cœur et vous remplissez le dossier. On accepte en tant que coach du cœur que les personnes qui sont diplômées et certifiées avec une formation qui est validée par notre cercle qui s'occupe de l'enregistrement des coachs. Voilà. Donc si vous êtes coach uniquement formé à la PNL sans avoir de diplôme de coach, vous ne pourrez pas être coach du cœur. Donc c'est un impératif. Puis après, il y a un petit entretien avec les personnes, une ou deux personnes à la gouvernance. Et vous êtes validé pour entrer au sein de l'association. Il y a une petite demande d'adhésion de 30 € qui est demandée par coach. Par an, hein, c'est pas par mois ni par jour, c'est juste par an. Et derrière il y a une communauté des coachs du cœur. On fait des webinaires régulièrement. On a quelqu'un génial qui nous fait de la supervision collective pour les coachs du cœur aussi au sein de l'association. Voilà, donc on essaie de créer aussi une certaine émulation autour de ça. On a besoin de partenaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Je crois beaucoup que le développement de notre association passera par la mise en place de partenariats avec d'autres associations qui touchent déjà ces populations qui auraient besoin d'un coaching solidaire. Donc on a des discussions avec des associations actuellement. On a commencé à inscrire nos premiers partenariats.
Donc, si vous êtes une association et que vous pensez que vos propres adhérents, les personnes que vous aidez, pourraient avoir besoin en complément des services que vous leur rendez d'un coaching solidaire, eh bien, contactez-nous aussi à travers le site. Je le répète, www.lescoachingducoeur.com. Laissez-nous un message et quelqu'un de l'association prendra contact avec vous et on vous expliquera comment on peut travailler ensemble. L'idée, c'est en gros, c'est on commence par une ou deux personnes pour tester que le coaching effectivement va pouvoir aider vos adhérents, les personnes que voilà. Et puis après, on met en place une convention de partenariat ensemble, juste histoire en fait pour nous de libérer un nombre de coachings par an, de manière à ce qu'on puisse s'assurer et on soit pas débordé par les demandes de coaching. Ouais. Puisque on est limité par le nombre de coachs et surtout on a dans nos règles d'association, un coach ne peut pas coacher plus d'une personne par mois. J'ai tenu à inscrire ça dès le départ pour pas que, tu sais, les gens ils ont la main sur le cœur, ils veulent aider, puis après ils se laissent bouffer. Oui, puis après ils se laissent bouffer, et puis après ils sont en difficulté parce qu'ils prennent trop de personnes à accompagner. Exactement, t'as tout compris. En fait, ils se lancent dans le bénévolat tête baissée et ils protègent pas leur activité professionnelle ou privée. Donc voilà, dès le départ, je l'ai mis dans les statuts, ce qui fait que on a un potentiel d'accompagnement à travers l'association de 140 personnes par mois. Ce qui est déjà énorme. Aujourd'hui, on est autour de 10, tu vois, on a encore une marge de progression qui est énorme. Ouais. Il y a de la marge. Je crois qu'il y a 30 000 coachs en France. Donc, on est 140 aujourd'hui. Donc, il y a de la marge aussi sur la possibilité de faire évoluer l'association. Et puis derrière aussi, on est vigilant, en fait, à ce qu'on ait une représentativité qui soit territoriale. C'est-à-dire que on veut pas que ce soit que Paris ou Île-de-France. Donc, on ait une représentation sur tous les territoires. Et aussi dans toutes les classes sociales. Donc aider aussi bien les personnes qui sont pas encore à la retraite mais au chômage, par exemple, on en parle beaucoup en ce moment. Oui. Ça peut être aussi les jeunes, ça peut être les mères ou les pères monoparentales. Enfin voilà, qu'on puisse aider, qu'on soit pas orienté uniquement avec un partenariat avec les jeunes étudiants et qu'on fasse que ça. Ok. Voilà. Donc ça c'était du coup le troisième, les partenaires, et le quatrième. Alors la quatrième. Quatrième, on a besoin de ressources qu'on appelle les ressources du cœur. Par exemple, on a un cercle communication, on a fait, j'ai voulu faire aussi de l'association une espèce de laboratoire managérial où en fait on essaye de casser un petit peu les codes. Donc on fonctionne en cercle. Les personnes n'ont pas un rôle unique ou une mission unique, mais viennent énergiser en fait une fonction au sein de l'association. Et aujourd'hui, on a besoin dans ces cercles-là de renforts qui ne soient pas nécessairement des coachs. Donc, il n'y a pas forcément nécessité à connaître le métier du coaching. Mais par exemple, dans le cercle de si quelqu'un pouvait nous aider à créer nos visuels, à balancer nos communications sur le réseau, etc., c'est du travail. On n'est pas des spécialistes non plus là-dessus. Donc voilà. Donc, on a un statut qui s'appelle les ressources du cœur. Okay. Donc, si vous pensez que cette mission vous parle, mais vous n'êtes pas coach, mais que vous pouvez aider l'association dans tous ces, je sais pas, ça peut être de l'aide juridique, ça peut être de l'aide en communication, ça peut être de l'aide sur les réseaux sociaux et de l'utilisation des réseaux sociaux, bref. Ouais, il y a des milliers de façons de pouvoir vous aider, et vous êtes les bienvenus. Il y a des milliers de façons pour pouvoir promouvoir l'association ou venir l'aider de l'intérieur pour la promouvoir. Exactement. Et là, donc, si vous êtes cette personne-là, vous allez sur notre site qui est Fabien. Je l'ai dit alors, 3 fois. www.lescoachingducoeur.com, que je mettrai en note de l'épisode, comme ça tout le monde n'aura juste qu'à cliquer sur le petit bouton en dessous de l'épisode dans votre plateforme d'écoute préférée. En un clic, vous serez au bon endroit pour rejoindre les coachings du cœur et Eric et ses équipes là-dessus. Génial. Ouais, génial. Après, on a une page LinkedIn, on a une page Instagram, on a une page YouTube, on a une page Facebook, les coachings du cœur. Donc, c'est facile à retrouver. Ouais, donc les coachings du cœur, c'est un peu partout, mais l'endroit principal, donc c'est le site. Mais j'irai après sur la visibilité sociale. Tu parlais de posts ou autre. Est-ce que quand vous postez, c'est sur les trois en même temps, ou est-ce que c'est un peu plus LinkedIn? Tu disais tout à l'heure, selon vos populations cibles, c'est différent. Ouais, c'est LinkedIn. Ça a été LinkedIn d'abord parce que c'est là où j'ai le plus gros réseau personnellement. Donc c'est ce qui m'a permis de créer la gouvernance et d'attirer les coachs dans l'association. Et on vient de démarrer sur Insta et sur Facebook, donc pour l'instant on n'a pas énormément d'abonnés, mais bon on construit pas à pas, voilà. Oui. Donc il faut le temps pour tout, donc voilà, donc on essaie de communiquer sur les trois en même temps. Sur la page YouTube c'est plus compliqué de communiquer,
Mais on y a des vidéos. En fait, les webinaires, en fait, on les a coupés, puis on les a mis en vidéo. Il y a quelques actualités, des interviews faites sur les radios. Bon, voilà. Donc on est au début, 1 an et demi sur la création d'une association. C'est tout jeune. Oui, clairement. C'est tout jeune. Clairement. En tout cas, une association qui promet bien, qui promet beaucoup. Et merci à toi d'avoir développé ça du coup sur cette idée, il y a 18 mois. Hein. Et tu sais, il y a un autre point. Donc évidemment, donc il y a une œuvre sociétale autour du coaching solidaire. Mais aussi il y a aussi une œuvre qui est professionnelle, j'ai envie de dire, dans le sens où aujourd'hui, discute avec les gens dans la rue et demande-leur ce qu'est le coaching. Ah, oui. Et quand j'ai quitté, moi, un poste bien rémunéré dans l'entreprise où j'étais dirigeant pour me lancer dans le coaching, mon père, il m'a dit, mais mon pauvre, de quoi tu vas vivre? Et ma belle-mère m'a dit, mais c'est quoi le coaching? Et mon père a répondu, oh, c'est un truc qui est moderne, à notre époque, on n'en avait pas besoin. et en fait, aujourd'hui, on le voit bien parce que les gens ne savent pas ce qu'est le coaching, confondent coaching et psychiatre, psychologue, confondent le coaching et la thérapie, ça n'a strictement rien à voir. Ou alors, pour eux, le coaching, c'est du coaching amoureux, coaching vestimentaire ou coaching sportif. Donc, on se rend compte qu'il y a un fort besoin de démocratiser le coaching en France et de porter la parole du coaching, de défendre le métier du coaching, de le mettre à sa bonne place, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui tapent sur la gueule du coaching. Il y a une conférencière célèbre, philosophe, qui aime bien nous taper sur la tronche. Ouais. Et des fois à juste titre, parce qu'il faut faire le ménage aussi dans les coachs et dans le métier du coaching. Mais en tout cas, il faut parler de ce que peut apporter ce métier à l'ensemble des populations. Et c'est pour ça, je compare souvent le coaching en fait à un véhicule qui t'emmène d'un point A, qui est la situation dans laquelle tu vis, qui est un peu merdique, à un point B, qui est ta solution, qui est ta situation, qui est ta destination espérée, là où tu voudrais être aujourd'hui, mais tu y es pas encore. Et ben, le coaching, ça t'emmène du point A au point B, en fait. Donc c'est un transport. Et aujourd'hui, toute une partie de la population n'a pas accès à ce transport-là. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer qu'une société normale n'autorise pas une certaine forme de transport aux personnes parce qu'elles sont pauvres? Interdiction de bus, interdiction de voiture, interdiction d'avion. T'es trop pauvre, t'as pas le droit de conduire. Voilà. On a la même chose avec le coaching aujourd'hui. Ouais, c'est donc vrai, c'est bonne métaphore. C'est tout ça qu'il faut changer. Donc ça prend du temps, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Exactement, ouais. Eh ben écoute, un grand merci à toi, Eric, pour toute cette valeur que tu as pu apporter déjà sur cette première partie avec ce que tu fais et ton expertise sur la confiance qui va pouvoir inspirer les managers et entrepreneurs qui nous écoutent. Et puis merci à toi pour cette belle association que moi j'imagine vouée à une grande destinée parce qu'elle vient quand même couvrir un endroit où ça manque clairement. Donc merci à toi pour tout ça. Merci Fabien. J'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée. Merci à toi aussi. Et on se dit à très vite du coup. Ok, ça marche. Je te souhaite une belle continuation et merci pour l'invitation. Merci. Ciao, ciao. Ciao.